ça fait 10 ans qu'on écrit et qu'on lit que l'urbanisme doit être itératif, qu'il doit y avoir des allers-retours entre conception, programmation, maîtrise d'œuvre, maîtrise d'ouvrage, qu'il faut arrêter le séquençage. Donc on ne va pas non plus, j'allais dire cracher dans la soupe, mais on va pas faire la fine bouche, alors qu'on a là, de fait, un concours qui permet, par la contraction des temps, par l'intégration des groupements, permet ça. Hein, ils se parlent et puis même ils s'aiment bien visiblement les uns les autres. Pas dans les mêmes groupements. Tout à fait, non, mais tout à fait. Mais bon, voilà, ils se parlent et j'allais dire, ils se parlent avec un langage assez commun. Hein, un langage assez commun. Je pense qu'il y a 10 ans, on n'aurait pas pu le faire. Donc, alors c'est aussi parce que c'est une nouvelle génération de jeunes gens brillants, motivés, etc. Mais c'est sans doute un des effets. Sans doute les plus positifs, moi je trouve, de la démarche IMGP. Autre effet positif, la programmation. Moi je n'ai jamais cru au métier de programmiste. Hein. J'ai toujours cru à la fonction de programmation. Et s'il y a bien une fonction qui doit être de l'amont à l'aval et qui doit être intégrée et qui doit résulter du dialogue permanent entre les différents acteurs qui sont là, c'est bien la programmation. Donc là aussi, on aurait tort de faire la fine bouche, c'est très bien. Bon, maintenant, pour terminer, je dois dire que il y a un certain nombre d'éléments qui me laissent sceptique. Je ne vais pas tous les évoquer, mais au moins un, c'est-à-dire que on a quand même très peu parlé d'habitants, hein, on a très peu parlé de grands parisiens, de métropolitains. On a parlé de programmation du point de vue des contraintes techniques, l'ingénierie, le phasage, la charge foncière. Et ça, je pense que c'est très important, y compris pour nos étudiants. Ce sont des aspects qu'on n'aborde pas suffisamment et ils doivent être capables de maîtriser ces aspects techniques de gestion du projet, de pilotage de projet. En revanche, on ne fait pas, inventons la métropole du Grand Paris pour avoir, c'est le mot de la journée, des cartes postales ou des cartes de vœux des promoteurs avec des belles images. Je veux dire, oui, le côté récit, il est important, d'accord. Le côté récit, mise en récit. Bon, enfin, en termes de marketing territorial, ça va. On a des outils. Hein, et puis, on a vu que ça peut aussi produire des accidents industriels, CF, la IGP. Bon, donc je pense qu'on doit, nous, en tant qu'universitaires, on a un devoir d'interpellation et de vigilance sur ce point, sans aucunement donner des leçons. Mais c'est un devoir de vigilance et on espère que vous, professionnels, qui allez maintenant mettre en œuvre ces projets, vous garderez ça au moins en background, hein, en arrière-fond pour la suite. Voilà. Non, ça ne mérite pas de non, c'est une interpellation, hein, mais je ne doute pas qu'ici vous l'ayez. Après. Juste effectivement, ça pose la question de l'envoi extrêmement réduite de ces appels à projets. Et du coup, c'est ce que disait Gonel, à un moment, en 6 mois, voilà, est-ce qu'on a le temps réellement d'aller sur le terrain? Est-ce qu'on a le temps de développer une méthodologie? Vous avez raison. Après, je suis pas sûr non plus que le modèle précédent ait laissé une si grande part que ça aux habitants, etc. Donc, voilà. Je peux même juste... Tout à fait d'accord. Je peux même juste ajouter quelque chose, même si je partage l'intuition que vous avez. Je pense que, étrangement, paradoxalement, une des garanties que tout ce qu'on réalisera, je parle de nos opérateurs, et quand même sera forcément basé sur ce qu'on aura nous compris des besoins des habitants du Grand Paris, c'est que nous on a l'impératif économique. Et que cet impératif économique fait qu'on ne fait pas justement, nous on n'a pas de gain politique à faire des jolies cartes postales sur lesquelles on ne gagnerait pas d'argent. On est donc obligé de faire des programmes. Et le lien entre, en tout cas nous opérateurs privés, et mon âme de gauchiste disparaît un peu quand je dis ça, mais nous entre le lien entre opérateurs privés et les usagers, c'est la réussite économique de nos projets. C'est-à-dire si on fait les bons programmes, les bons projets aux bons endroits, c'est qu'on aura servi les besoins des habitants du Grand Paris. Et donc nos intérêts sont alignés complètement sur ce sujet-là. C'est juste pour répondre à... Il n'y a pas de procès d'intention de ma part. Non, il y a un appel à la vigilance. Mais c'est tout à fait... Il y avait 2-3 interventions là-bas. Brigitte? Je trouvais très intéressant quand vous disiez que vous êtes confronté à une absence du territoire. Bon,
évidemment, c'est absolument central, surtout en Île-de-France, où on sait qu'il y a des inégalités territoriales qui est extrêmement fortes, et il y a des diversifications des modes de vie, des attentes, avec une espèce de segmentation dans les modes de vie des habitants qui sont de plus en plus fortes. Donc, ma question, c'était... Et du coup, enfin, moi, je suis peut-être de la vieille école, mais comment on peut programmer sans prendre en compte le territoire? Pour moi, c'est quand même une interrogation. Donc, c'était un peu la question que je voulais vous poser. J'aurais bien aimé que vous reveniez là-dessus. Comment vous arrivez, vous pouvez essayer de réintroduire la dimension territoriale qui est fondamentale. Puis, chef de projet à la Ville de Paris sur un réinventé. Et on s'est donc posé la question de la concertation, parce qu'on n'avait pas le temps de faire cette concertation. Les projets étaient secrets, donc ça nous a ça a bouleversé plutôt nos repères. Et l'introduction de la notion de territoire, pour moi, elle passe par plus de temps en études amont, où on verse au dossier un peu la capitalisation du territoire. Donc il y a eu les portraits de Gare de la Bure pour la NGP, mais après il y a la donnée sensible du territoire, la rencontre, je sais pas, avec les régies de quartier, avec les acteurs du territoire, parce que sinon on est hors sol. Et je pense que quand on est dans des projets dans certains territoires, on ne peut pas arriver avec une fiche de site en un recto verso A4, c'est pas possible. Et donc nous on a été très perturbés par ce mode turbo, et où effectivement, parfois, bon, ça c'est une première chose. Et deuxièmement, donc là il faut 2 ans de mise en œuvre entre les négociations, parce qu'après on arrive dans la vraie vie, les banques qui ne peuvent pas prêter quand on innove trop, la mise au point des permis, et là, je peux dire, c'est le début des problèmes. Enfin, là on est dans la vraie vie, c'est-à-dire qu'on est dans l'image, au départ tout le monde s'aime beaucoup, puis après on est dans vraiment, il faut que le projet sorte, mais il ne faut pas trahir l'équilibre économique de départ, ce qui était vendu au départ. Donc c'est un peu le début des choses. Il y a un type d'acteur qui n'est pas là aujourd'hui, c'est l'investisseur. Et du coup, on revient avec les 2 questions que tu viens de poser. Qu'est-ce qui change, vous, dans votre relation avec l'investisseur, pour arriver à le convaincre de s'engager sur ces sujets? J'imagine que pour lui, l'innovation, c'est l'investisseur le comment vous arrivez à remporter l'investisseur? Mais on a des causes investisseurs, donc je peux faire des co-investisseurs, pas des causes. Bref, je peux... Oui, rapidement, nous, il s'avère qu'on est investisseur avec CED. Alors, juste pour répondre rapidement, ces 2 questions sont liées. Nous, je pense que on a une manière de faire ou d'être, une structure de société qui nous rend particulièrement préparés pour ce genre de concours, parce que 95% de nos projets sont des investissements long terme. La promotion, vous avez vous-même un temps très court et votre marge elle doit être faite en 3 ans. Vous vendez tout de suite. Nous, les projets qu'on a faits, dans leur grande majorité, sont des projets qu'on va garder en propre pendant un certain temps et sur lequel la valeur qu'on crée, c'est pas forcément une rentabilité annuelle très forte les premières années. D'ailleurs, pour certains des projets, c'est même on essaiera d'être à l'équilibre. Il n'y a pas de budget caché d'innovation, il n'y avait pas ça comme ligne dans ce qu'on pouvait remplir. Mais la valeur, c'est, on investit dans un territoire dont on parie, on est persuadé qu'avec l'arrivée du métro et avec tous ces projets, la valeur va forcément augmenter. Donc ce qu'on crée comme valeur aujourd'hui sera plus important demain, même si la rentabilité qu'on en a tirée pendant les 10 ans où on a attendu n'est pas énorme. Pour ces investisseurs, on parlait de charges foncières tout à l'heure, moi j'ai trouvé en tout cas sur la plupart de ces terrains compliqués, la charge foncière n'était pas très élevée par rapport à ce qu'on trouve d'habitude. Et d'une certaine manière, c'est là qu'un investisseur long terme comme nous s'y retrouve, c'est qu'on investit, même si on investit sur des projets compliqués, chers, on investit sur des terrains qui nous sont vendus pas si cher que ça, et dont on pense que, comme il s'est passé, comme Brooklyn est devenu l'équivalent de Manhattan à plein d'égards aujourd'hui, comme les grandes métropoles mondiales, à un moment la valeur des terrains est la même que vous soyez dans l'hypercentre. Elle est beaucoup plus proche de l'hypercentre à la périphérie. Nous, on parie là-dessus. C'est là qu'on parie pour notre rentabilité. Voilà. Avec des risques l'incertitude, je ne suis pas du tout fragilisé. Et si 2 lignes du métro se font pas? Non, mais là où ils sont lauréats, c'est le chantier qui est à côté. Oui. Il n'y a aucune inquiétude. Oui, c'est vrai. On est pas fou,
Il n'y a pas qu'une station de métro dont on a besoin. Mais, comment vous intégrez ça sur le long terme? On intègre ça et on fait confiance au pouvoir public. Non mais on n'a pas d'autre choix, on intègre qu'aujourd'hui les projets sont actés, ils arriveront peut-être avec 10 ans de retard, mais on imagine qu'ils arriveront quand même. Je dis que la moitié des boîtes sont fermées. Alors, je vous laisse, on fait un dernier tour et puis on va conclure avec Valérie. Moi je dirais aussi, et si ça se faisait, et si ça fonctionnait, et que deviendraient ceux des habitants qui sont très précarisés dans ces zones-là et qui ne sont pas nécessairement ceux à qui s'adressent ces projets-là. Je trouve que même dans le cas où c'était un formidable succès, il y a des questions qui se posent, qui sont celles plus globalement des équilibres et des fractures socio-spatiales dans cette région, et comment on agit là-dessus avec ces projets-là, c'est quelque chose qui est difficile parce qu'on est toujours dans cette espèce de pari d'une extraordinaire transformation qu'on appelle de nos voeux, qu'on juge positive, et on n'est pas certain d'avoir les moyens de tout à fait comprendre ni maîtriser les effets délétères qui pourraient s'exercer auprès de ces populations-là. Donc pour moi c'est aussi une question qui est un peu absente de tout ça, et je pense à des aménageurs qui font des efforts importants pour documenter ça quand ils se lancent dans des opérations un peu puissantes. Et là, évidemment, on n'est pas dans ce cas-là. Donc, c'était juste pour dire, et si ça ne marchait pas, mais oui, mais aussi, et si ça fonctionnait. Donc ça, c'est une autre question. Par rapport à comment on fait quand on ne connaît pas un territoire, moi, je ne sais pas du tout faire de la programmation, mais je ne sais pas faire de l'urbanisme dans un territoire que je ne connais pas du tout. Ça a été aussi un des critères pour nous de réponse quand on arrivait dans des équipes comme ça. Enfin, nous... Pour être tout à fait transparent, on est payé 5 000 € pour faire un travail assez conséquent, et à un moment, soit on connaît le territoire, on a une facilité de compréhension, il y a eu des expériences qui nous permettent de le lire et de le comprendre, soit on laisse tomber. Après, on a une méthode, nous, à Ville Ouverte, qui est vraiment transversale à tous nos champs de pratique, urbanisme, programmation et concertation, qui est la méthode de l'immersion, qui est une méthode qui ne coûte pas très cher, parce que c'est juste aller passer 1 ou 2 jours du soir au matin dans un endroit, et qui nous permet quand même de comprendre de manière intuitive des choses très très rapidement. Et une fois qu'on a lu une fiche INSEE, qu'on a lu la monographie de la Pure, qui existe quand même, qu'on a un minimum de culture générale sur la région Île-de-France, quand on a passé 24 heures dans un endroit, il y a des choses qu'on comprend immédiatement. Par exemple, c'est quoi le rapport à la voiture d'un francilien qui n'est pas un parisien, et comment est-ce que ce rapport à la voiture se traduit dans les projets qui sont aujourd'hui proposés. C'est quoi la réalité vraiment de la pénibilité des transports, des trajets, pour énormément des personnes qui vivent sur les sites d'Inventons la métropole du Grand Paris. Le Grand Paris Express, en ça, il est très très attendu, parce qu'il y a vraiment une question de confort et de pénibilité au quotidien qu'on ne vit pas quand on est un Parisien. Ça, on le sait immédiatement quand on va passer un peu de temps et qu'on parle avec les gens sur place. Et ça produit une autre question, qui est qu'on arrive avec nos critères parisiens de réussite d'un projet, avec ce nouveau mot d'intensité urbaine et d'animation, quand même quelque chose que la plupart des habitants des sites d'Inventons la métropole du Grand Paris ne souhaitent pas. C'est qu'en fait, quand ils rentrent chez eux, le mot qui revient dans 110% des cas chez un habitant satisfait, c'est que c'est calme. Donc, c'est calme, c'est-à-dire c'est super bien chez moi. Et donc, nous, on arrive aussi avec des critères de densité, d'animation, de vie, qu'on met beaucoup en image dans nos réponses, qui ne sont pas toujours celles qu'attendent les habitants de ce territoire. C'est des petites choses, c'est des impressions qui nous permettent à nous de comprendre à quel type de population on doit répondre, et quelle ambiance, quelle ville on est en train de construire. On a dit que Réinventer Paris, Inventons la métropole, etc., ça avait beaucoup diffusé dans des pratiques professionnelles. Nous, on répond dans plein d'autres projets. On a répondu à Marseille, appel à projet pour le J1. On a répondu à un appel à projet de l'EPA Orsa sur la plaine de Montjean récemment. Et le promoteur nous disait à Rungis, bon, il faut qu'on propose des commerces là, parce qu'on a des rez-de-chaussée là, on peut mettre des commerces chouettes. Il faut que vous nous trouviez qu'est-ce qui manque comme commerce à Rungis. Donc, on a fait ça, je suis partie avec une collègue, on a passé 8 heures à Rungis juste à parler avec des gens. Et il y a des gens qui habitent Rungis depuis 40 ans, je leur ai dit, mais il manque quoi comme commerce chez vous? Ils m'ont dit, un sex shop. C'est pour vous dire à quel point il y a tout dans cette ville qui est très atypique, parce qu'elle est sur le Mine. Et que, non, il n'y a pas tout. Il manque un truc. Il manque un truc, je suis d'accord. Non, mais c'était une petite phrase comme ça, anecdotique, mais quand ça fait
5 fois qu'on rencontre des habitants qui vous disent non, c'est ok, moi je fais toutes mes courses sur ma commune, il n'y a pas de problème, non, il y a tout. Et puis cette petite phrase, c'est juste un verbatim, mais en fait ce petit verbatim de rien du tout, il nous permet de revenir, de voir le promoteur et de dire il va falloir qu'on pense la programmation commerciale de ce site un peu différemment, parce que t'as la réponse en même temps. parce qu'on projette en fait des choses, on se dit Rungis, oulala, c'est loin, il leur manque un G20, quoi, c'est sûr. Mais non, pas du tout. Donc voilà, nous c'est notre méthode, c'est l'immersion, et on adore ça parce que ça nous remet en contact avec des habitants, tout simplement, et puis ça, à force de conversation et de petites phrases, et puis en voyant de nos yeux, je sais pas, le jour à Bobigny, on travaillait avec Alain là-bas, et j'ai vu une femme sortir du métro et elle venait de faire 1h20 de transport en commun avec sa fille de 18 mois dans les bras. Elle dit « Je ne prends plus ma poussette parce que les gens s'assoient sur mon enfant dans le métro ». Donc voilà, quand on prend conscience de ce niveau-là d'inconfort, qui est celui que vivent les Franciliens aujourd'hui, et ben ça nous remet un peu les idées en place et les priorités en place. Voilà, donc c'est utile pour ça, l'immersion. Qui souhaite Nicolas? Et puis on va... Oui, moi je trouvais la formule de Gwenaëlle Daboville très intéressante sur ce qu'apportent les appels à projets de type Inventons la métropole, c'est unité de temps et unité de lieu sur tous les milieux professionnels impliqués dans la fabrique urbaine. Et que je partage complètement, mais du coup là peut-être plus avec ma casquette d'AMO de certains groupements que du retour d'expérience, je trouve que ça interpelle aussi la maîtrise d'ouvrage public, de dire qu'est-ce qu'on fait de cette unité de temps et de cette unité de lieu. Qu'est-ce qu'on nous demande? Est-ce qu'on nous demande de faire la pause, de prendre la pause pour faire une belle photo, la fameuse carte postale, et on l'a vu dans l'importance qu'ont pris notamment les perspectives dans le rendu de ces appels à projets. Je pense que ceux qui ont fait le plus de chiffre d'affaires sur les réinventer, c'est sans doute les perspectivistes. Est-ce qu'on nous demande de faire la pause pour une photo figée, ou est-ce qu'on nous demande de tourner le film? Et ce film, comment on nous demande de le raconter pour justement laisser le jeu suffisamment, à la fois suffisamment engageant pour que derrière il y ait quand même des engagements qui soient pris de la part de chaque partie prenante de ces groupements, mais en même temps suffisamment ouvert pour que le projet évolue en fonction des besoins du territoire, des réactions. Enfin, ce que tu disais, Daniel, sur est-ce qu'on est dans de l'urbanisme temporaire, qui est une parenthèse avant un projet clé en main qui ne bougera pas, ou est-ce qu'on est dans un urbanisme transitoire, mais dont finalement l'ensemble du projet serait un urbanisme transitoire, et l'urbanisme transitoire ne serait pas porté par Paul Citron de Plateau Rural, mais par Max Castro de la compagnie Salzbourg, de dire moi mon travail d'investisseur promoteur, c'est aussi de faire de l'urbanisme transitoire. Et donc, côté maîtrise d'ouvrage, voilà, quel cadre on arrive à imaginer pour demander cette restitution-là aux équipes, plutôt que de retomber dans le travers habituel de vendre un projet figé, clé en main et absolument paradisiaque, comme on a pu voir jusqu'ici. Clément, Carolin, vous voulez un dernier mot? Oui. Alors, pour notre partie, moi je dirais, moi j'ai bien aimé, il y a Jacques J.P. Martin, maire de Nogent, tout à l'heure, qui a fait une bonne réflexion, qui a dit attention, promoteur et aménageur, c'est pas exactement la même chose, hein, et il a raison, parce que moi, c'est pas à moi de vous expliquer ce que c'est que l'urbanisme, d'accord, mais pour moi, il y a un peu deux volets. Il y a la planification, qu'on dirait peut-être en anglais master plan, et ensuite il y a la voirie. Hein, on dirait en anglais, on dirait ça urban design peut-être, parce que pour les anglais, tout est design. Il y a un peu de parties, je dirais. Et dans la planification, il y a aussi les volumétries, et du coup, les calculs de quand c'est grand, il y a beaucoup de logements, tout ça. Alors. Mais ça concerne les gens qui vont habiter dedans, la partie architecturale. Et la programmation sur l'espace public, eh ben, on n'en avait pas beaucoup finalement. Et moi j'étais très frappé de voir que
clients, maîtres d'ouvrage, public, mais privé pareil, ils nous donnent 0 programme. Nous, en paysage, on n'a jamais le tableau Excel avec les surfaces, et puis ensuite, toi, tu fais ton Tetris avec toi pour... Mais nous, on n'a pas de programme. Et du coup, c'est ça l'énorme plaisir moi que j'ai à travailler là-dessus. Mais du coup, c'est peut-être plus compliqué à estimer, puisque programmer un espace public, qui va, lui, pour le coup, il n'accueille pas que les habitants qui vont habiter chez eux. Puis en plus, accessoirement, vous pouvez regarder aussi, les gens, ils habitent dans des appartements, puis prenez en photo aussi des intérieurs de gens qui habitent dans des maisons, vous voyez que ça ressemble à n'importe quoi. Les gens sont des décors de malades chez eux. Enfin, je veux dire, on conçoit quelque chose, mais on conçoit une petite partie finalement. Une fois qu'on a tout décoré ça avec des tapis et des papiers peints, etc., enfin, c'est tout défiguré. Après, c'est pour ça que les Français aiment bien la façade, hein, l'aspect façade. Et ça, il n'y a que en France que les architectes sont focalisés comme ça sur ces idées de façade. C'est très très français. Les autres ne le comprennent pas. Et du coup, mais alors sur l'espace public, la difficulté, c'est ça, et c'est toujours un peu ça, et en architecture aussi, c'est dimensionner. Dans l'agence de chez Jean Nouvel, il y a des cotes sur les murs où c'est indiqué autant sous plafond, 2,50 m, etc. Et du coup, c'est quoi la largeur d'une rue, c'est quoi la largeur d'une avenue, c'est quoi une place, c'est quoi un parvis, est-ce que c'est bien 40 m par 70, est-ce que c'est bien 40 m par 100, est-ce que voilà, tout ça. Et ça, moi je trouve ça super intéressant. Il n'y a pas beaucoup de littérature là-dessus. Moi j'ai tendance à dire par exemple qu'on a tendance à faire trop grand tout le temps. Pour moi, une bonne distance, c'est 40 mètres. Parce que 40 mètres, et pourquoi je peux dire, sinon je n'aurais pas dit. C'est vrai, je pense qu'une belle place, il y en a plein à Venise, d'ailleurs, souvent les urbanistes qui ont Venise comme modèle. 40 mètres par 40 mètres, c'est un très bon. Parce qu'à 40 mètres de distance, je vois le blanc des yeux de quelqu'un. Et pour notre performance visuelle par rapport à celle d'un faucon ou d'une taube, 40 mètres, c'est la distance à laquelle je vais peut-être découvrir le visage de quelqu'un, s'il est bien intentionné ou pas, s'il a une carabine cachée derrière lui, s'il est complètement ivre et que c'est un dangereux psychopathe ou pas, ou si je peux lui faire coucou et il va me reconnaître. Vous voyez, c'est cette distance un peu qui est liée en fait à notre condition humaine, c'est-à-dire pas à notre style d'habitant, mais vraiment à notre corps. Et cette distance est bien. Et au-delà de cette distance, parfois, on arrive vite à se faire plaisir avec de la monumentalité, mais qui, pour le confort urbain, est assez inopérante, et elle fait vite ce qui s'appelle inanité. Inanité, je le dis toujours, état de ce qui est vide ou inutile. C'est le pire cauchemar, enfin c'est l'écueil fondamental pour moi en urbanisme ou en architecture. Un grand truc vide et inutile, des grands couloirs balayés par le vent, des grandes dalles qui ne servent à rien. Voilà. C'est ça qui fait peur à... C'est pas moi qui l'ai dit. Mais voilà. Et du coup, bon, après moi, je ne dis pas qu'il faut tout faire à 40 mètres, bien sûr que non. Mais c'est notre métier, c'est de déterminer ces dimensions. Et elles sont difficiles à déterminer. Surtout en urbanisme global, en espace public, tout ça, parce qu'il n'y a pas le œil vert à ouvrir et qui nous donne toutes les recettes. Voilà, moi je trouve que c'est intéressant. J'incite tout le monde à savoir combien ça mesure un pas, à prendre des mesures, à prendre des modèles, à regarder, sans forcément l'histoire de nombre d'or, de la façade doit être plus haute que 2 fois la largeur. Non, pas ça. Il n'y a pas de science de l'espace, mais il faut une sensibilité à ce caractère de dimensionnement. Et il n'est pas très engageant là sur les... Voilà, faut pas s'imaginer que c'est ça l'urbanisme, hein, parce qu'effectivement, c'est une opération, c'est un concours de promoteurs déguisé en concours d'urbanisme. Un petit peu, on pourrait dire ça. Moi, c'est pour ça que je vous dis, j'ai pas encore compris ce que j'ai gagné. Parce qu'il y a des trucs qu'on a fait, oui, vous allez faire une rue, vous allez faire un boulevard, vous allez faire... Et puis on ne sait pas vraiment si c'est vraiment à faire, ou si ça sera peut-être fait plus tard par quelqu'un d'autre, ou... on ne sait pas, hein, on ne sait pas du tout... Ils se sont engagés sur des constructions, sur des programmes immobiliers, et puis après, autour, il y a un petit peu de flou quand même, je trouve. Alors qu'en fait, c'est important, puisque 100% des gens qui passent au quartier vont passer par ces rues, par ces avenues. Une petite partie va être bien au chaud dans son intérieur douillet, tapissé de tapis marocains ou de n'importe quoi. Merci. Juste en un mot, la question du territoire et des habitants. Alors nous,
effectivement, c'est très juste et c'est très compliqué de traiter cette question-là. Nous, on a fait appel à Acadie, donc à Daniel Béard et Nicolas Rio, parce qu'ils connaissaient très bien le territoire à Cachan, par exemple. C'est une première solution. Non, parce que toi, tu n'as pas parlé, mais tu en as fait toi aussi. Ah, mais moi, je suis universitaire. J'ai parti. Non, mais c'est une boutade, mais en fait, je pense, enfin, parce que je dis pas ville ouverte, parce que Gwenaël en a déjà parlé, mais je pense qu'effectivement, il faut absolument que dans les groupements, on puisse, autant que faire se peut, et dans le temps imparti, faire remonter, prendre connaissance, s'immerger, pour reprendre ton expression Gwenaël, etc. Et que finalement, il y a quand même, dans plein d'endroits, dans les villes françaises au moins, une expertise, un savoir qu'on peut aller chercher en peu de temps, qu'on peut essayer de le renforcer, parce que même si c'est partiellement interdit, entre guillemets, dans ces consultations-là, on peut essayer d'aller rencontrer les acteurs, un appel ou ce que vous avez fait, d'aller rencontrer, quand je dis les acteurs, ça peut être les habitants, parce que ça peut être des associations, voilà, des gens qui représentent les territoires, des gens qui, je sais pas, qui gèrent l'IUT qui est là, voilà. Donc il y a quand même des possibilités qui sont peut-être pas suffisantes évidemment, mais il y a, je pense qu'il faut les chercher. Et puis deuxièmement, je pense que, pour être pas trop long, je pense que ce qui est dit là et qui est intéressant, il faut pas demander à ce genre de concours, ce genre de processus, de remplacer in extenso la planification. Il ne faut pas lui demander de régler les problèmes que d'autres dispositifs ne savent pas régler. Ce serait lui faire un mauvais procès. En tant que vrai optimiste, je me demande toujours quel est l'effet induit qui sera négatif, parce qu'en fait, on y réfléchit de temps en temps comme ça, c'est-à-dire que, ça rejoint ce que disait Paul tout à l'heure, on sait très bien que l'optimisme BA de se dire tout ce qu'on fait là, on est sûr que c'est ça qu'il faut faire, on innove et c'est super, on sait très bien qu'il y aura des effets induits négatifs ailleurs. Et globalement, on ne se pose pas cette question-là quand on fait ça, et c'est normal, c'est humain. Et on ne peut pas demander, encore une fois, à ce genre de processus de intégralement se poser cette question-là. Par contre, il faut peut-être qu'on trouve des endroits où se poser cette question-là, ou intégrer cette question-là, parce qu'il y a des répercussions, des effets induits, etc. Mais on pourrait demander à ce genre de processus, en grandissant, en devenant plus fort, j'allais dire plus simple, mais plus puissant, d'encore mieux intégrer le temps, ça c'est sûr, parce que je pense que c'est la question fondamentale, que lorsqu'on travaille sur l'espace, il faut travailler sur le temps, que peut-être s'il y a un truc générationnel, c'est un peu ça, qu'il faut travailler sur le temps, et notamment, je plaide pour un nouveau métier, qui est celui de l'ingénierie économique, installé dans le temps. Je trouve ça super.